Bonjour à tous. La France fera tout ce qui est nécessaire pour que la Russie ne gagne pas la guerre en Ukraine. C'est la déclaration d'Emmanuel Macron du 26 février 2024, après la conférence de Paris qui a réuni une vingtaine de chefs d'État européens, ainsi que des représentants des USA et du Canada. Conférence consacrée à la guerre en Ukraine ainsi qu'à l'aide occidentale pour l'effort de guerre ukrainien. Le président français a également déclaré qu'une coalition se mettait en place pour livrer à l'Ukraine des missiles et des bombes de moyenne et longue portée, ce qui permettrait aux Ukrainiens de toucher la Russie en profondeur, donc des cibles russes en profondeur de la Russie. Mais la déclaration qui a choqué une bonne partie de la classe politique française, ainsi que la déclaration qui a été démentie par un certain nombre d'États de l'Union européenne, c'est la déclaration concernant l'envoi de troupes de l'OTAN. Emmanuel Macron a dit que à ce stade, rien n'était exclu. Cette déclaration a été considérée comme une déclaration qui est allée trop loin. Donc ça a été, comme on le sait, critiqué au Parlement français, ça a été critiqué à l'étranger en estimant qu'Emmanuel Macron a envoyé un signal d'escalade qu'on ne voulait pas envoyer et qu'en fin de compte, même si on veut soutenir l'Ukraine, on ne veut pas pousser à l'escalade avec la Russie. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que Emmanuel Macron lui-même, tout porte à le croire, a fait ce qu'on appelle sa traversée du désert, puisque il est parti d'un objectif de négocier avec la Russie, et il est arrivé à un stade où il a compris que les négociations avec la Russie, ça ne marchait pas, tout simplement. Ça ne marchait pas parce que la Russie ne comprend absolument pas les négociations, elle ne comprend pas la diplomatie, elle ne comprend pas les jeux et les enjeux politiques. La Russie, tout ce qu'elle comprend, c'est la force. La Russie méprise la faiblesse, la Russie ne comprend que la force, la Russie ne parle qu'aux puissants. C'est comme ça que marche la Russie. Et malheureusement, en France, on est dans une situation où la majorité de la classe politique ne l'a toujours pas compris, ce qui a fait que, de par la naïveté française, donc qui dure depuis des années, ça a commencé avec De Gaulle, avec la coopération de Gaulle avec l'Union soviétique, ça a continué avec Giscard d'Estaing, François Mitterrand, mais après la chute de l'URSS, ça a continué. On a eu une coopération entre Jacques Chirac et Poutine, ensuite Nicolas Sarkozy et Poutine également. Sarkozy qui maintenant est convaincu que l'Occident a besoin de la Russie et que la Russie a besoin de l'Occident et qu'en fin de compte, ça fait qu'on est dans une situation où il faut qu'on arrête la guerre en Ukraine puisqu'on a besoin les uns des autres. Mais les gens qui disent ça ne comprennent pas comment fonctionne la Russie. C'est des gens qui sont complètement à l'ouest, qui sont complètement dans l'erreur, soit parce qu'ils sont naïfs, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils sont, comme le disent les services secrets russes, des idiots utiles. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, on a un tas d'idiots utiles qui ne comprennent pas la façon de faire des Russes, qui ne comprend pas comment la Russie fonctionne et qui n'a toujours pas compris de quoi il retourne en Ukraine. Alors, je vais essayer de faire au plus court et de poser les éléments les plus importants et d'aller au plus simple. Alors, premièrement, il faut bien comprendre que pour les Russes, pour Poutine, pour le Kremlin, la guerre en Ukraine n'est absolument pas une fin en soi. Alors, je le répète, c'est pas une fin en soi, absolument pas. Poutine, dès son arrivée au pouvoir, a qualifié la chute de l'URSS et du pacte de Varsovie de plus grande tragédie du XXe siècle. Donc, ce que veut aujourd'hui le Kremlin, c'est pas reprendre l'Ukraine. Ça, c'est qu'une étape. Aujourd'hui, ce que veut le Kremlin, c'est reprendre tout ce que la Russie a perdu avec la chute de l'URSS. Mais mieux encore, dans l'optique maximale de la Russie, le scénario idéal pour le Kremlin, c'est qu'on arrive plus que ça avant 1989, qu'on arrive à un état de fait d'avant 1914. Où on efface les États d'Europe centrale, ou alors ils sont des États fantoches sous domination russe, et que la véritable frontière entre l'Occident et la Russie se situe sur la Oder. C'est comme ça que la Russie voit le partage de l'Europe. Puisque ce qu'attend aujourd'hui Poutine, ce qu'attend le Kremlin, c'est qu'on renégocie le partage de l'Europe. Donc qu'on efface
l'élargissement de l'OTAN de 1999, mais plus que ça, que tous ces pays qui sont devenus démocratiques, qui sont arrivés dans le camp occidental, reviennent dans la sphère d'influence russe d'une façon ou d'une autre. Alors, ils peuvent rester en théorie des pays, ça dérange pas la Russie, mais des pays satellites de la Russie. Donc, tous ces pays d'Europe centrale, que ce soit la Pologne, que ce soit la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, les républiques baltes, tous ces pays doivent revenir, de leur point de vue, dans la sphère d'influence russe, pareil que la Bulgarie, la Roumanie, ensuite les Balkans. C'est comme ça que les Russes, les élites russes s'imaginent le nouveau partage de l'Europe. Et la guerre en Ukraine, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape, je le précise. Alors, ce plan géopolitique russe a commencé avec l'invasion de la Géorgie en 2008. Alors là, effectivement, personne n'a rien vu venir. Nicolas Sarkozy, en tant que président, qui aujourd'hui nous explique qu'il faut négocier et coexister avec la Russie, n'a rien vu venir. Et la Russie a attaqué la Géorgie, elle a découpé 2 provinces de Géorgie, et on devait s'estimer heureux qu'il n'ait pas exécuté le président géorgien de l'époque, Mikhail Saakachvili. Je me permets de répéter, de rappeler que Poutine avait prévu, c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit à Nicolas Sarkozy, de pendre Saakachvili par les couilles. Alors c'est une citation, hein, puisque comme Bush avait pendu Saddam Hussein, Poutine estimait que lui aussi avait le droit de pendre Saakachvili qui ne lui plaisait pas. Donc la première étape, c'était la Géorgie. La deuxième étape, c'est l'Ukraine. Et une fois que l'Ukraine sera aux mains des Russes, la troisième étape, ce sera les républiques baltes, ensuite la Pologne. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et il n'y a absolument aucune raison de penser le contraire. Donc, je le répète, du moment où l'Ukraine va tomber, on aura les Russes sur le flanc est de l'OTAN qui vont attaquer les républiques baltes et la Pologne parce que ça fait partie de leur plan géopolitique. Poutine veut quitter ce monde, veut quitter le pouvoir comme celui qui a effacé les transformations des années 90. Donc celui qui a en quelque sorte rétabli ce que de son point de vue Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin ont perdu. Donc une fois que l'Ukraine sera tombée, les Russes vont tenter de récupérer les républiques baltes, les pays d'Europe centrale, en faisant comment? Et bien justement en profitant de notre faiblesse. Parce que les Russes aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est qu'un Occident complètement divisé ne soit pas en mesure de réagir. Les Russes ne croient pas en l'OTAN. Les Russes estiment que l'OTAN, c'est une organisation qui est obsolète, divisée, qui a des intérêts divergents, qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire face militairement à la Russie, et que finalement, une agression du flanc est de l'OTAN ferait que les pays occidentaux tels que la France, l'Allemagne, seraient prêts à céder, seraient prêts à négocier avec eux le nouveau partage de l'Europe. C'est ça l'objectif des Russes, le nouveau partage de l'Europe. C'est pas l'Ukraine, c'est pas la Géorgie, c'est le nouveau partage de l'Europe, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc aujourd'hui, ceux qui pensent qu'on peut arriver à négocier quoi que ce soit avec les Russes, ils sont complètement dans l'erreur, ils sont complètement à l'ouest, ils n'ont vraiment rien compris. Et il faut le dire clairement, hein, je ne vais pas hésiter à le dire, ce sont des idiots utiles à Moscou. Des gens qui seront justement promus par Moscou, parce que c'est exactement ce que Moscou veut nous faire croire. Ils veulent nous faire croire qu'en fait, ils n'ont pas de revendications plus que ça, que l'Ukraine, finalement, c'est compliqué, parce que ça n'a jamais vraiment existé, alors que finalement, l'Ukraine, bah, quelque part, c'est des Russes, mais qui vivent juste donc en bordure de l'Empire russe, et que tout ça, c'est une guerre qui a été imaginée par les Américains. Mais en fin de compte, une fois qu'on cédera sur l'Ukraine, ils viendront attaquer le flanc est de l'OTAN. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Il est probable qu'ils ne se risquent pas à attaquer l'OTAN comme ils l'ont fait en Ukraine. Ils vont se livrer de la guerre hybride, probablement, ou alors ils vont déclencher une crise entre la Pologne et la Biélorussie, ou la Biélorussie et la République balte, où ce serait donc la Biélorussie qui agresserait le flanc est de l'OTAN, donc pour éviter donc une apocalypse atomique, une apocalypse nucléaire. Donc ce serait la Biélorussie qui agresserait le flanc est de l'OTAN, donc renforcé évidemment par des soldats de l'armée russe, donc en uniforme biélorusse.
Et donc là, du coup, ben, ils verraient de voir ce qui se passe. Alors, s'ils arrivent à prendre du terrain, eh ben, ils continueront. Et sinon, eh bien, ils se positionneront en tant que médiateurs, en disant, voilà, on va négocier une paix entre la Biélorussie et l'Occident. Mais dans tous les cas, à un moment donné, ils vont tester notre capacité de résistance. Et ça, il faut s'en rendre bien compte. C'est qu'à un moment donné, ça va arriver. Et tant qu'ils sont, pour l'instant, tant qu'ils sont pris par la guerre en Ukraine, ça réduit le risque, ça éloigne cette agression. Ça ne l'annule pas, ça l'éloigne tout simplement. Mais tôt ou tard, on va se retrouver dans un conflit ouvert avec les Russes. Et ça, il faut bien le comprendre, ça, il faut le garder à l'esprit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut écarter ou éloigner cette agression? C'est notre capacité de détermination. C'est ça qui va compter. C'est la détermination. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est que l'Occident montre aux Russes qu'il est déterminé à se défendre. Et quand Emmanuel Macron dit qu'on n'exclut rien au stade où on en est, il a raison de dire ce qu'il dit. Mais pourquoi est-ce qu'il a raison de dire ce qu'il dit? Parce qu'il a constaté, de manière empirique, qu'on ne peut pas négocier avec les Russes. Faisons un peu d'histoire. 7 février 2022, Emmanuel Macron va à Moscou. Il négocie avec Vladimir Poutine, il veut négocier une désescalade en Ukraine. On est dans un moment où les Russes se préparent à envahir l'Ukraine, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. La plupart des experts pensent qu'ils n'envahiront pas. Donc Emmanuel Macron va à Moscou, il négocie avec Poutine, et Poutine le regarde droit dans les yeux et lui dit « Ah non, 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 moi j'ai pas l'intention d'envahir qui que ce soit, ah, non, 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 c'est exclu, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur le président, c'est n'importe quoi, c'est de la propagande. » Et je me rappelle une question qui a été posée par un journaliste français pendant la conférence de presse, donc au soir du 7 février, donc à Moscou. On a demandé à Poutine quelle était sa position vis-à-vis du groupe Wagner, donc qui soutenait, qui organisait le coup d'État dans les pays du Sahel. Donc on avait eu un coup d'État au Mali à l'époque, et ensuite au Burkina Faso, encore avant le coup d'État du Niger. Et là, Poutine répond écoutez, moi le groupe Wagner, je connais pas. Oui, il paraît que c'est un groupe privé russe, mais moi je connais pas les groupes privés russes. Moi j'apprends ça par la presse, mais vous savez quoi, je vais me renseigner et je vous enverrai un email, ou je demande à mon chargé de presse de vous envoyer un email pour vous expliquer quelle est ma position, parce que moi je connais pas le sujet. Alors que le groupe Wagner, comme d'ailleurs des dizaines d'autres groupes à l'époque, maintenant des centaines de groupes, c'est un groupe qui a été créé par le GRU, donc les services secrets de l'armée. Et là, Poutine vous regarde droit dans les yeux et il vous dit « Je sais pas de quoi vous me parlez, je connais pas le groupe Wagner ». Alors que Yevgeny Prigozhin est considéré comme ce qu'on appelle son cuistot privé. On sait qu'il y a une relation privée entre Prigozhin et Poutine. On sait que le groupe Wagner, c'est une création de Poutine et du GRU. Et Poutine, en regardant droit dans les yeux les journalistes, en regardant Macron droit dans les yeux, dit « Ah non, les Russes, il n'y a pas de Russes en Afrique, hein, non, 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 absolument pas. Oui, oui, il y a des sociétés privées, ouais, mais bon, on n'est pas au courant, nous, on ne sait pas trop, hein, nous, on est le Kremlin. Mais vous savez quoi, je vais appeler le journaliste qui en parle et je vais lui poser la question des fois qu'il ait des informations à me fournir. » Et c'est comme ça que font les Russes. Voilà, il faut bien le comprendre. Ils vous regardent droit dans les yeux, ils sourient et vous disent « Ah non, 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 c'est pas nous. » Et c'est une façon de faire. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'affirmer leur puissance. C'est une façon de dire « Je te mens. Moi, je te mens. Moi, je sais que je te mens et toi, tu sais que moi, je te mens. Mais tu sais aussi que je te mens parce que je peux le faire. Et c'est comme ça que moi, j'affirme ma puissance. Et moi, je te mens. Moi, je suis surpuissant et toi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre ça. » Et ça, c'est une façon de faire des Russes. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est comme ça qu'ils font dans la diplomatie, dans les négociations. Ils vous mentent droit dans les yeux. Ils vous regardent dans les yeux, ils sourient, ils vous mentent. Et c'est une façon d'afficher leur puissance. Mais je le rappelle, au soir du 7 février 2022, Vladimir Poutine a regardé Emmanuel Macron droit dans les yeux et lui a dit « Ah non, qu'est-ce que vous racontez, monsieur le président? Nous, on veut pas de guerre avec l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, etc. » Et 17 jours après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Russie envahit l'Ukraine. Voilà. Et bien, du coup, Emmanuel Macron échoue dans sa mission de conciliation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va s'aligner sur le soutien à l'Ukraine, mais en partant d'une stratégie qu'il faut stopper la Russie, mais en même temps, faire en sorte qu'elle ne soit pas trop humiliée. Pourquoi? Parce que en France, on connaît l'histoire, on a l'expérience
de 1918-1919, traité de Versailles, où après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne désarmée, humiliée, et 14 ans après, on a l'arrivée du nazisme au pouvoir. Et l'idée étant de dire, humilier la Russie, c'est radicaliser la Russie et faire en sorte que même si aujourd'hui on arrive à la stopper, dans 10, 15, 20 ans, elle va revenir à la charge 2 fois ou 3 fois plus fort. Et quelle était l'idée à l'époque d'Emmanuel Macron? C'était de dire, il y aura une offensive en Ukraine, une contre-offensive, qui permettra d'avoir l'Ukraine dans une situation favorable pour les négociations. À partir de là, on négociera avec les Russes, et on verra ce qu'on peut faire sur ce qu'on appelle donc la nouvelle architecture européenne. Mais il s'avérait que cette contre-offensive a échoué, parce qu'on n'a pas réussi à fournir aux Ukrainiens suffisamment de matériel, c'est un fait. Ils n'avaient pas assez de matériel. Ensuite, notre matériel s'est avéré être pas aussi efficace qu'on aurait pu le croire. Donc, la contre-offensive a échoué. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a ceux qui croient plus à cette guerre, comme les Américains. Parce que bon, moi, j'y crois pas trop à ces petites histoires, spectacles qu'on nous fait à Washington entre les républicains qui veulent pas donner les 50 milliards de dollars à l'Ukraine pour continuer à soutenir l'Ukraine militairement, et les démocrates qui veulent, etc., etc. Non. Les Américains, ils partent du principe que cette guerre, elle est perdue. Ils ont d'autres priorités, donc ils ne veulent pas investir dans un conflit qui, de toute façon, pour eux, n'est pas vital et qui, de toute façon, de leur point de vue, est un conflit régional, voire local. Mais le fait est qu'on se retrouve dans une situation où peut-être même que l'Occident aurait voulu lâcher l'Ukraine, c'est possible, mais l'Occident ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, faire une concession à Poutine, même lui donner toute l'Ukraine, et c'est l'encourager pour d'autres agressions. Donc aujourd'hui, la seule façon de retenir Poutine, de l'empêcher de nous agresser, c'est de le retenir en Ukraine, c'est de soutenir l'Ukraine. Et en cela, Emmanuel Macron a parfaitement raison que plus rien n'est exclu. Parce qu'aujourd'hui, si on veut éviter ou éloigner une confrontation qui paraît quasiment inévitable, eh bien, on ne peut plus rien exclure. On en est là. Voilà. Et il faut bien le dire. Et ceux qui ne le comprennent pas, excusez-moi, mais ce sont vraiment des ignorants, voire des idiots utiles. Les politiciens qui ne le voient pas de cet œil, ce sont vraiment des idiots utiles pour le Kremlin. Parce que le Kremlin ne comprend pas la négociation. Si aujourd'hui, l'Occident disait, OK, vous avez l'avantage en Ukraine, on en reste là, on partage l'Ukraine sur le Dniepr, par exemple, ou même on vous donne toute l'Ukraine, le Russe dira, OK, super, on fait comme ça, il n'y a pas de souci. Et dans 6 mois, on apprendra que vous avez des séparatistes pro-russes dans les républiques baltes, on apprendra que vous avez des séparatistes pro-russes en Pologne, etc., etc. Et on va passer à l'escalade. Donc aujourd'hui, la seule façon de stopper les Russes, c'est de les retenir en Ukraine. Et il faut bien répondre à une question, voire 2 questions précisément. On se demande souvent, je suis ça dans les débats français, jusqu'où ira la Russie? Bien, la Russie ira aussi loin qu'on la laissera aller. C'est aussi simple que ça. La Russie ira aussi loin qu'on la laissera aller. Deuxième question, où s'arrêtera Vladimir Poutine et le Kremlin? Nulle part, il ne s'arrêtera pas. La Russie ne s'arrêtera pas. La seule façon d'arrêter les Russes, c'est de les stopper. Les Russes, ils prendront tout ce qu'il y a à prendre. S'ils n'ont pas de résistance à leurs agressions, ou si la résistance n'est pas suffisamment forte, ils ne s'arrêteront pas. Ils s'arrêteront une fois qu'ils auront pris les pays d'Europe centrale. Et là, ils s'arrêteront. Mais ils ne s'arrêteront pas avant. En tout cas, ils ne s'arrêteront pas aux frontières de l'OTAN. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si vous voulez arrêter la Russie, il faut la stopper. Et si vous voulez la stopper, il faut faire preuve de détermination. Et il n'y a pas d'autre solution. Donc, si quelqu'un pense qu'on peut envisager un dialogue, une négociation, eh bien, il est complètement largué, hein, il est complètement dans l'erreur. Non, ça ne se passera pas comme ça. La Russie ne méprise rien plus que la faiblesse. La Russie, ce que la Russie considère comme étant déshonorant, c'est la faiblesse. Aujourd'hui, elle considère que l'Occident, c'est un camp faible. Elle nous voit comme un camp de dégénérés, de décadents, une civilisation qui est en train de chuter. C'est comme ça que nous voit la Russie. Qu'on est incapable de nous défendre, qu'on est incapable de se mobiliser, qu'on est trop accro à notre petit confort, et que de toute façon, on n'est pas capable de réagir aux agressions de la Russie. C'est comme ça que nous voit aujourd'hui le Kremlin. Et ça, il faut bien se rendre compte de ça. On est méprisé par le Kremlin, complètement méprisé. Pourquoi? Parce que le Kremlin estime qu'on est faible, qu'on est des gens faibles, incapables d'agir,
incapable de renoncer à quoi que ce soit, incapable de nous battre, incapable de nous défendre. C'est comme ça qu'on nous voit en Russie. Et en cela, ça incite la Russie à d'autres agressions. Il faut bien le dire, c'est plus on paraîtra aux yeux de la Russie comme des gens faibles, plus la Russie sera incitée à d'autres agressions. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Donc aujourd'hui, la première chose, c'est de faire preuve de détermination. De détermination. Il faut de la solidarité, de la détermination. Et en cela, c'est complètement irresponsable. Moi, quand j'entends les politiciens français qui disent « Ah oui, mais Emmanuel Macron, il a eu tort de dire ce qu'il a dit. » Bah non, il n'a pas eu tort. Il a eu raison. Il aurait dû le dire bien avant. Bon, ce qui est fait est fait, qu'importe. Mais il l'a dit. Donc aujourd'hui, dans une situation où on a une Russie qui triomphe pour l'instant en Ukraine, puisque les Ukrainiens manquent de munitions et de moyens, ils commencent aussi à manquer d'hommes. Et ils manquent aussi de force, ils sont à bout. C'est normal, ils rentrent dans une troisième année de guerre. Dans ce moment où, effectivement, on n'est pas en mesure, pour l'instant, du point de vue de notre potentiel industriel, de les fournir en armes en quantité suffisante. Le fait est que l'Europe n'a pas livré plus de 25% des munitions qui ont été annoncées à Kiev. Donc, on est très loin de ce qui devrait être fourni. Ce qui nous reste, c'est la détermination. Il faut qu'on fasse preuve de détermination pour que les Russes comprennent que qu'on n'est pas là pour rigoler, que effectivement, si nous agressent, eh bien on se défendra. Alors il y a aussi un autre élément que je vois en France qui est très dangereux, qu'il faut bien comprendre, c'est que la dissuasion nucléaire telle qu'elle a été pensée par De Gaulle, c'est une stratégie du passé. Aujourd'hui, la dissuasion nucléaire, si effectivement elle dissuade quelque peu, elle ne nous garantit pas notre sécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme il y a 80 ans, les nazis et les Allemands avaient inventé le Blitzkrieg, donc la guerre éclair, donc la combinaison de l'aviation avec les forces blindées et l'infanterie. Aujourd'hui, les Russes ont inventé la guerre hybride, donc la déstabilisation des États et la prise de ces États en fait de l'intérieur. Et aussi donc un exemple de ce qu'a été la guerre hybride en Ukraine. On parle beaucoup des forces russes qui étaient devant Kiev et qui n'ont pas réussi à prendre Kiev. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les forces militaires qui se trouvaient devant Kiev globalement entre février et mai 2022, c'était pas des forces destinées à l'invasion de Kiev. C'était des forces destinées à faire du maintien de l'ordre une fois que Kiev serait tombé. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, tout simplement parce que les forces qui étaient devant Kiev, comme je le disais, entre février et avril-mai 2022, elles étaient composées à 60-70% de soldats de ce qu'on appelle l'OMON. Et OMON, c'est un peu comme les CRS, en fait, en France. Hein. Donc, ce sont des gens qui sont là pour du maintien de l'ordre, mais ce pas des gens qui sont là pour faire la guerre. Donc, la bataille de Kiev, elle a bien eu lieu, sauf qu'elle a eu lieu à l'intérieur de la ville. Les Russes voulaient prendre la ville de l'intérieur. Il s'est avéré qu'ils n'ont pas réussi puisque la ville était plus préparée qu'ils ne l'auraient pensé. Mais les villes qui sont tombées en Ukraine, c'était des villes qu'on a pris de l'intérieur. Pareil pour Kherson, qui a été prise par les Russes en mars 2022, que les Russes ensuite ont abandonné en novembre 2022. Mais cette ville aussi, elle est tombée de l'intérieur. C'est qu'en fait, on a déstabilisé les structures de la ville, on s'est servi en quelque sorte d'agents à l'intérieur pour que la ville soit remise aux mains des Russes. Donc aujourd'hui, la guerre hybride, c'est ça. Et la guerre hybride, les Russes, ils nous la font déjà. Ils nous la font déjà. Il faut en avoir conscience. Les attaques cybernétiques, les attaques contre l'infrastructure française, les attaques contre les réseaux de la sécurité sociale, les réseaux, les serveurs de la CAF, toutes ces attaques de hackers, ce sont des attaques qui sont organisées par la Russie. Ce sont des éléments de guerre hybride visant à déstabiliser la France. L'ingérence des Russes dans les élections en France, ainsi que l'ingérence des Russes dans les événements qui ont lieu entre juin et juillet de l'année dernière, en 2023. Je parle des émeutes. On sait parfaitement qu'il y a eu des groupes d'hooligans qui étaient pilotés par les réseaux sociaux, qui étaient là, qui étaient destinés à créer le chaos. Et ça a été piloté par la Russie. Alors, certes, ces émeutes-là étaient réelles, mais à ces émeutes qui étaient réelles, se sont ajoutés ces éléments de guerre hybride. Donc de professionnels qui savaient parfaitement comment démolir et quoi démolir, qui devaient ajouter de l'huile sur le feu. Donc, il y a
un certain nombre d'exemples qui montrent bien que que les Russes, la guerre hybride, ils nous la font déjà. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui on va adopter un discours d'apaisement et de gentillesse vis-à-vis des Russes que tout ça va s'arrêter. Au contraire, ça va inciter les Russes à continuer. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'on se rende compte que on est déjà agressé par la Russie. On est déjà agressé par la Russie de par les attaques cybernétiques, de par la tentative de déstabilisation de la France, de par le soutien à des groupes djihadistes, donc le soutien russe, mais aussi ce que fait la Russie en Afrique. Enfin, il faut bien comprendre une chose, c'est que les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, Burkina Faso, au Niger, tout ça, ça a été instrumentalisé et fomenté par la Russie, par les mercenaires russes, du groupe Wagner, le groupe Convoy et autres groupes. En Afrique, vous avez des centaines de groupes paramilitaires, soi-disant paramilitaires russes, qui travaillent, qui opèrent. Ce sont en fait des groupes qui sont connectés au GRU, parce que la Russie, c'est pas comme aux États-Unis, vous n'avez pas de groupe de mercenaires indépendants, ça n'existe pas. Vous avez des groupes de mercenaires, soi-disant des mercenaires, mais ce sont des gens qui sont connectés directement au GRU. Donc ce sont finalement des spetsnaz, hein, donc des militaires, mais en fin de compte, pour ne pas avoir à se battre sous uniforme russe, on les considère comme soi-disant des mercenaires. Bien, ces mercenaires, ils étaient en Afrique depuis au moins 2019, on le sait. Le coup d'État du Mali, de Burkina Faso, du Niger, tout ça, c'est les mercenaires, c'est le Spetsnaz russe, c'est le service spéciaux russe, service secret russe qui ont fait tout ça. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'ils se rendent bien compte que le Sahel, c'était une région vitale pour la France, pour la lutte antiterroriste, d'un point de vue politique également. Pourquoi les Russes veulent tant prendre l'Afrique? Pour les ressources, hein, ça paraît évident, les diamants et autres ressources, mais aussi également pour créer un problème à l'Europe, pour créer une situation où l'Europe aura le choix entre acheter des ressources russes ou alors acheter des ressources d'Afrique aux conditions russes. Voilà, c'est ça que cherche la Russie. Et il faut voir comment les Russes traitent donc, les populations qu'ils annexent. Ils les traitent comme des armes humaines. Les gens qui ont essayé de forcer la frontière avec la Finlande en novembre-décembre de l'année dernière, ce sont des gens d'Afrique qu'on a importés et qu'on a poussés comme du bétail contre la frontière finlandaise. D'ailleurs, Poutine s'en est même pas caché. Quelques jours avant que ça arrive, il avait expliqué que avant que la Finlande soit dans l'OTAN, on n'avait aucun souci avec la Finlande. Et maintenant, les Finlandais vont avoir des problèmes. Et oui, quelques jours après, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu une crise migratoire artificielle déclenchée par les Russes. Les Russes qui ont tout simplement importé, comme on importe des animaux, ils ont importé des gens d'Afrique pour aller les pousser contre la frontière finlandaise. Mais de toute façon, quoi d'étonnant? Ils ont fait la même chose, et d'ailleurs ils font la même chose pour créer une pression migratoire à la frontière polono-biélorusse, où on importe des gens du Moyen-Orient. D'abord on les vole, puisque ces gens souvent payent pour leur voyage, on leur promet de les faire passer en Europe, et ensuite ces gens, on les ramène à la frontière, on les pousse comme du bétail pour qu'ils traversent la frontière polonaise, la frontière de l'Union européenne. Et même quand ils veulent faire marche arrière, ils sont battus, souvent battus à mort, ou alors ils sont exécutés. Il n'y a pas de marche arrière. Une fois qu'ils sont à la frontière, il faut qu'ils la traversent, point barre. Il n'y a pas de marche arrière pour ces gens-là. On se sert de ces gens comme d'armes humaines. Donc c'est quelque chose de terrible. On n'en parle pas assez, mais les crimes qui sont commis par les Russes en Afrique, c'est des crimes absolument abjects. Et il faut bien voir ce que font les Russes en Ukraine. 63 000 preuves qui à ce jour ont été récoltées, qui ont été récoltées et traitées par les services judiciaires ukrainiens. 63 000 preuves qui attestent des crimes de guerre russes en Ukraine. Alors, tout le monde a entendu parler de Boutcha et de Borodianka. Mais est-ce que vous entendez ce qui se passe dans le Donbass, par exemple, ce qui se passe au sud de l'Ukraine? Là où passent les Russes, il n'y a que mort, il n'y a qu'incendie, que braise, il n'y a rien d'autre. Il y a que des morts, des femmes violées, des enfants exécutés, un enfant de 2 ans exécuté, un vieillard de 99 ans exécuté, des femmes violées, parce que le viol,
c'est une monnaie courante en Russie. Enfin, on estime qu'ils ont le droit. Alors les officiers russes estiment que bon, voilà, l'armée russe, bah, il faut ça. Hein, voilà, c'est comme ça. Les soldats ont besoin de relâcher la pression, donc bah, voilà, il faut ça. On laisse faire. Après, le viol, c'est aussi considéré comme une arme, hein, donc c'est aussi systématique. Donc les Russes, les crimes de guerre auxquels ils se sont livrés, auxquels ils se livrent en Ukraine, ils sont complètement abjects. On connaît les crimes de guerre, on connaît les crimes de guerre dans les Balkans, mais il faut multiplier les conflits, les crimes de guerre dans les Balkans qui ont été perpétrés dans les années 90 fois 10, fois 100. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les crimes de guerre qui sont commis par les Russes en Ukraine sont comparables aux crimes de guerre qui étaient commis par les nazis en Europe centrale et en Europe de l'Est. Il faut le dire ainsi, c'est un fait. Après, il faut aussi bien voir que la Russie n'a jamais subi de conséquences pour les crimes qu'elle a commis par le passé. Les crimes qui ont été commis par la Russie tsariste au XIXe siècle donc contre les peuples annexés, que ce soit les Polonais, les peuples baltes, l'insurrection polonaise de novembre 1830, de janvier 1863, tous ces gens exécutés, pendus, c'était des milliers de gens. Mais bon, c'est le 19e siècle, la Russie tsariste. Mais quand on vous parle de l'URSS, il faut pas oublier que le communisme, c'est 100 millions de morts. Hein. 100 millions de morts, messieurs, dames, c'est 100 millions de morts. Donc, c'est énorme, c'est quelque chose de... On se rend pas compte, le nazisme, c'est 60 millions de morts, mais le communisme, c'est plus de 100 millions de morts. Donc, aujourd'hui, quand certains en France, de manière naïve, nous disent « Ah oui, mais le communisme, c'est pas pareil que le nazisme », ben oui, c'est sûr, c'est pas pareil, c'est pire. Parce qu'en termes de morts, les communistes ont tué 2 fois plus de gens dans le monde que les nazis. Voilà, c'est un fait. Et les Russes n'ont jamais payé pour ces crimes. Les officiers polonais exécutés à Katyn, tous les crimes qui ont été commis par Staline, ensuite les crimes commis par l'Union soviétique, tout ça, ça n'a jamais été jugé. Les Russes n'ont jamais porté aucune responsabilité, que ce soit à l'époque soviétique, donc les soviétiques, ensuite les Russes, qui ont récupéré l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique et récupéré les places à l'ONU, au Conseil de sécurité qu'avait l'Union soviétique, n'ont jamais subi aucune conséquence de ces crimes. Donc, la Russie, à ce jour, est restée complètement impunie pour tout ce qu'elle a fait. Et ça continue. Aujourd'hui, la Russie, elle assassine en Afrique, en toute impunité, et peu de gens s'y intéressent. Elle assassine en Ukraine, mais ça, apparemment, ça n'émeut pas ceux qui estiment qu'Emmanuel Macron est allé trop loin en disant que rien n'est exclu, même l'envoi de troupes. La Russie ne se gêne pas pour se servir d'êtres humains comme d'armes pour aller forcer la frontière polonaise, la frontière finlandaise. Ce sont des crimes abjects. La Russie viole, tue, pille, brûle, et tout ça, ça se passe tous les jours. C'est un quotidien. Est-ce qu'on connaît le nombre de victimes en Afghanistan pendant l'intervention soviétique? 1 million, 2 millions, personne ne le sait. On a tellement eu. Donc, la Russie reste impunie pour tout ce qu'elle a fait. L'Union soviétique n'a jamais payé quoi que ce soit, n'a jamais reconnu quoi que ce soit. La Russie ne reconnaît absolument rien, et ça continue. Pourquoi? Parce que c'est un élément de puissance, c'est une façon de dire par les Russes, de dire, voilà, nous on est forts, nous on peut le faire, vous pouvez rien nous faire, voilà, c'est comme ça. On est une puissance, on tue, on viole, on pille, on brûle, mais c'est comme ça. Parce qu'on est une puissance, vous pouvez rien nous faire. C'est comme ça que nous, on applique notre puissance dans le monde. C'est comme ça que fonctionnent les Russes. Il faut s'en rendre compte. C'est leur façon de fonctionner, de penser. Comment est-ce qu'on traite les traîtres ou ceux qu'on considère comme des traîtres en Russie? Quand quelqu'un travaille pour le GRU, on dit qu'il est dans un aquarium. Pourquoi? Parce que tant qu'il est au GRU, donc le service secret de l'armée, on estime qu'il vit comme un poisson dans l'eau. Et quand il veut le quitter, il est liquidé. Et comment est-ce qu'on liquide les agents du GRU, ceux qu'on estime qui ont trahi ou qu'on estime qu'ils ont trahi? On les brûle vivants dans des fours à charbon. Voilà. C'est comme ça qu'on exécute les traîtres en Russie. Les gens qui ont quitté les services secrets, ils sont brûlés vivants dans des fours à charbon. C'est la façon de faire des Russes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et je le dis à ceux qui pensent que la Russie, c'est un État conservateur, parce que nous, en Europe, effectivement, on a des soucis. Pour certains, on est trop à gauche. Et certains voient en la Russie la patrie de la vraie démocratie du conservatisme. C'est la Russie,
c'est un pays mafieux, c'est un État mafieux, c'est une dictature dirigée par des mafieux, des gens qui s'en sont mis plein les poches sur le dos de l'État, avec Poutine en tête. Et aujourd'hui, en Russie, ce sont ces oligarques, cet État mafieux qui décident de tout. Mais si vous déplaisez à quelqu'un en Russie, bien vous disparaissez. On vous assassine, on vous met dans un camp de travail, une colonie punitive, comme on appelle ça, qu'importe. C'est l'État qui décide et vous n'avez aucun recours. C'est ça la Russie conservatrice. Alors, donc ces gens qui se reconnaissent de la Russie, soit ils savent pas ce que c'est la Russie, soit tout simplement ils sont de mauvaise foi. Parce que la Russie, ça n'a rien à voir avec un pays conservateur. C'est juste un pays dirigé par des criminels qui fonctionnent comme un État mafieux. C'est comme un État d'Amérique du Sud, le Chili de Pinochet, ou la Colombie sous dictature, le Brésil sous dictature militaire. Ça fonctionne exactement pareil. La Russie aujourd'hui, c'est exactement ça. Donc, non, la Russie n'a rien à voir avec le conservatisme, absolument pas. Et non, c'est pas le paradis des conservateurs, ni le paradis de la démocratie. Non, ça absolument pas. Non, c'est un État où si vous déplaisez à quelqu'un, vous disparaissez, tout simplement. Et puis plus personne ne vous retrouve. Voilà, c'est ça la Russie. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la Russie ne s'arrêtera jamais. La Russie ne s'arrête jamais, elle ne peut qu'être stoppée. Ensuite, la Russie, elle va toujours aussi loin qu'elle peut aller. Elle ne s'arrête que quand elle est stoppée. Donc, elle avance tant qu'elle peut. Ensuite, il faut bien voir que la Russie méprise les faibles. Elle nous prend aujourd'hui, l'Occident, pour des gens faibles. Et ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, la Russie ne comprend que la force. Ces gens-là, ils comprennent que les obus, les balles, les mitrailleuses, les avions, les tanks. Ils comprennent rien d'autre. Parce que dans une négociation, ils vont vous regarder droit dans les yeux, ils vont vous sourire et ils vont vous mentir. Parce qu'il y a une chose qui plaît aux gens du Kremlin, c'est de violer les traités qu'ils ont signés. Pour eux, un traité, ça ne veut rien dire du tout. C'est comme Staline qui avait signé un tas de traités, notamment à Yalta, en disant qu'il allait faire en sorte que les pays occupés par l'Union soviétique seraient démocratiques. Eh bien, il s'est empressé de violer tous les traités qu'il avait signés en souriant, en disant en fait, non. Non, j'ai rien violé, je suis les traités. Alors que tout le monde savait que c'était pas vrai. Quand Harry Truman a demandé à Staline directement où sont passés ces officiers polonais qui ont été internés en 1939, donc ceux qui ont été fusillés à Katyn, Staline a répondu avec un grand sourire, je sais pas, ils ont tout simplement disparu. Voilà, c'est leur façon de faire. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, Poutine a exactement la même méthode. Donc les Russes, ils vont pas se gêner pour violer tous les traités qu'ils ont signés. Donc aucune négociation n'est possible avec eux. La seule chose qui marche, c'est le rapport de force. En fait, il faut les forcer à reculer. C'est la seule méthode qui marche, il n'y en a pas d'autre. Ensuite, il faut bien voir que Poutine, contrairement à ce qu'on peut dire, il fait partie des plus modérés. Et que c'est pas parce que Poutine va disparaître que la Russie va devenir démocratique. Loin de là. Aujourd'hui, les intellectuels qui recherchent une transformation démocratique, ils sont une toute petite poignée en Russie. Donc, ils n'ont absolument aucune chance d'accéder au pouvoir dans un avenir proche, voire éloigné. Donc, les gens qui vont remplacer Poutine seront encore plus durs que lui. Donc, il faut bien comprendre que le problème russe, il va persister. Il ne va pas s'arrêter avec la fin de Poutine, il va persister. Donc, la seule façon de bloquer ce problème, d'éviter une confrontation, c'est de bien expliquer aux Russes qu'on est déterminés. Et il faut aussi leur montrer. Alors, comment leur montrer? Eh bien, en construisant notre potentiel militaire. Parce qu'aujourd'hui, nous, l'Europe, il faut bien le dire, on se comporte un peu comme quelqu'un qui vit chez papa-maman à 40 ans. Quelqu'un qui a 40 ans, il vit chez papa-maman. Pourquoi? Parce que c'est chauffé, il y a à manger, quelqu'un fait la lessive, et puis c'est sympa, il n'y a pas de problème. Bah oui, mais à un moment donné, il faut se dire que papa-maman, bah, ils ne seront pas valides tout le temps. Qu'à un moment donné, il faudra devenir indépendant et adulte. Eh bien, nous, l'Europe, c'est ça. En fait, on vit on vit aux dépens des Américains, on vit aux dépens de certains États qui, moyennant rémunération, bloquent donc les immigrés illégaux qui veulent entrer en Europe. On n'est pas prêt à prendre nos responsabilités. Et il faut que ça change, parce que tant que nous, on n'aura pas un potentiel militaire, tant qu'on ne sera pas prêt à nous défendre, eh bien, on ne sera pas pris au sérieux, ni par les Russes, ni par personne. Donc aujourd'hui, il est temps de nous organiser de manière complètement souveraine et indépendante.
On a les moyens de le faire, on a les capacités, on a le potentiel. Ce qui manque, c'est quoi? Bien, la détermination. Une fois de plus, la détermination. Et c'est quand même triste de se dire que l'Union européenne, la troisième puissance du monde en théorie, n'est pas en mesure de fabriquer quelques centaines de milliers d'obus. Enfin, c'est quand même malheureux. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc, il est temps que ça change. Mais il faut bien se rendre compte que le réarmement de l'Europe, ça passera aussi par des sacrifices des citoyens européens, parce que ce ne sera pas gratuit. Donc, il y aura des contreparties. Plus d'armes et plus de moyens militaires, plus de défense, ben, ça va impliquer moins de social, ou alors plus d'impôts. Donc, nous aussi, il va falloir qu'on participe à cet effort. Il faut bien qu'on comprenne que le monde tranquille et gentil, il est fini, c'est terminé. Hein. Le monde de la mondialisation, le monde Erasmus, c'est fini tout ça. Hein. Aujourd'hui, on a d'un côté les États-Unis qui sont plus un partenaire fiable parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver aux États-Unis. C'est un pays qui se dirige vers une crise énorme, peut-être la plus importante de son histoire. Et puis on a une Russie qui est agressive, qu'il faut savoir retenir, qu'il faut savoir bloquer. Et c'est une stratégie à long terme qu'il va falloir faire parce que les Russes, c'est pendant des années qu'ils vont devenir agressifs, donc ça va durer. Après, on a d'autres puissances telles que la Chine, etc. Donc aujourd'hui, le monde est dangereux. Le monde, c'est un monde de rapports de force. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Ça va être un monde de la confrontation, des rapports de force. La guerre va revenir. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. La guerre, elle va revenir. La confrontation avec la Russie, d'une manière ou d'une autre, elle paraît inévitable. Donc, aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils vont éviter la guerre, moi, je leur dis ce que disait Churchill avant 1939. Il disait, avant l'invasion de l'Allemagne contre la Pologne, il disait, vous vouliez éviter la guerre en prenant le déshonneur, et bien là, vous avez le déshonneur et la guerre. Et là, je vous dis pareil. Si vous voulez éviter la guerre en acceptant le déshonneur, et bien vous aurez le déshonneur et la guerre. Parce que la Russie, vous ne l'arrêterez pas. Elle ne pourra être que stoppée. Vous négocierez pas avec la Russie. C'est pas possible de négocier avec la Russie. Surtout pas quand elle est en position de faiblesse. Donc aujourd'hui, il faut de la détermination. Et ça, il faut bien le comprendre. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de manière politique, de possibilité politique de résoudre les tensions en Europe. Non. Ce qu'il faut, c'est faire preuve de détermination. Si on est suffisamment déterminé, si on est suffisamment préparé, si on a suffisamment de moyens, peut-être que la Russie se dira que nous attaquer, ça constitue un risque. Mais si on est dans une optique où on continue à expliquer que oui, non, on soutient l'Ukraine, mais en fait, on n'a pas assez de moyens, donc on va refaire en fait une vingtaine de conférences, peut-être qu'on va acheter des obus en Inde ou on ne sait pas où, bah non, ça c'est pas crédible. Et quand on a un président du seul pays qui a la bombe atomique sur le continent européen, qui dit clairement on n'exclut rien, eh ben, je suis désolé, mais on a au moins l'intelligence de ne pas le contredire. Parce que aujourd'hui, Emmanuel Macron qui envoie un message de fermeté, eh bien c'est ce qu'il faut. Je veux dire, c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste nécessaire, c'est ça qu'il faut. Alors les politiciens, les journalistes et politiciens, les gens qui estiment qu'il y a eu tort, soit ils connaissent pas la Russie, soit ils sont complètement ignorants, soit ils sont à l'ouest, soit ce sont, je le dis ouvertement, des idiots utiles au service de Moscou. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, l'Europe, il faut qu'on arrête de vivre chez papa-maman. Il faut vraiment qu'on déménage de chez papa-maman, qu'on se dise qu'il est temps de prendre nos responsabilités, il est temps de réarmer, il est temps de nous préparer à nous défendre. Parce que les Américains, d'une part, ils ont leurs intérêts, d'autre part, les intérêts entre Européens et Américains vont diverger de plus en plus. Je parle des intérêts économiques, peut-être géopolitiques. Les Américains vont essayer de nous entraîner dans une confrontation avec la Chine, chose dont on n'a pas forcément intérêt à faire partie ou participer. Les Américains sont menacés par une crise interne. Donc, dans tous les cas, c'est pas la peine de se demander si Trump va gagner les élections ou pas, parce que le problème restera le même. Aujourd'hui, on peut plus compter sur les Américains pour la défense, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. C'est à nous de le faire, c'est à nous de nous préparer. On a les moyens, il faut qu'on le fasse, alors il faut le faire, c'est tout. Voilà. Et ensuite, il faut bien comprendre que la Russie, ce sera une menace permanente, ça va durer des années. Donc soit on comprend que la Russie, il n'y a pas moyen de discuter avec, il n'y a pas moyen de négocier avec eux, que la seule façon de les tenir à distance, c'est de les dissuader de nous attaquer, et pour les dissuader de nous attaquer, il faut être puissant et il faut être crédible,
Et il faut être déterminé, c'est la seule façon de faire. Soit on n'est pas déterminé, on n'est pas crédible et on est faible et on se fera tôt ou tard manger par la Russie. Pourquoi? Parce que les Russes ne méprisent rien de plus que la faiblesse. Et que pour eux, je vous le répète encore une fois, l'Occident, c'est une civilisation décadente, une civilisation en train de chuter, une civilisation de gens faibles, incapables de se défendre, attachés à, leur confort, à son confort, dans tous les cas, une proie facile. C'est comme ça que nous voient les Russes. Alors, si on veut éviter ça, il faut arrêter d'être une proie facile et être en mesure de faire de la dissuasion. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on a tout le potentiel pour pouvoir le faire et il faut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, eh bien, on va finir comme l'Europe a fini en 39-40. On va se faire agresser, puis on va se défendre 10 minutes et puis on va chuter. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir tirer des leçons de ces événements. Alors, faisons preuve d'intelligence et tirons des leçons, tirons des enseignements et ne soyons pas des idiots utiles de Moscou, tout simplement. Parce que dans le monde réel, les choses sont ainsi. La Russie, c'est un pays qui ne comprend que la force. La Russie, c'est un pays qui ne parle qu'aux puissants. La Russie, c'est un pays qui méprise ceux qu'elle considère comme étant faibles. C'est ça la Russie. C'est comme ça qu'est la Russie dans le monde réel, et c'est à cette Russie que nous faisons face. Et c'est à cette menace que nous devons faire face dans le monde réel. C'est comme ça. C'est comme ça, et ça ne changera pas. Donc autant l'accepter et s'y préparer que de vivre dans le déni. Parce que ce n'est pas le déni qui va nous protéger. Donc vivons dans le monde réel. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Je vous remercie de bien avoir voulu écouter cet enregistrement. Pour ceux qui estiment qu'il a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts. Je reste à disposition de ceux qui voudraient rentrer en contact avec moi sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Facebook. Donc, on peut me contacter par Messenger pour ceux qui le souhaitent, ou d'autres réseaux sociaux. Je reste également disponible donc pour tous les journalistes qui voudraient communiquer avec moi donc, concernant les thèmes que je traite, donc que ce soit la Russie, l'Ukraine, la Pologne, les relations internationales. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me contacter. Je suis à votre disposition. Dans un avenir proche, je ferai d'autres vidéos, donc des vidéos en polonais et en français, donc concernant ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en France, en Ukraine, en Europe. Dans la mesure où on vit dans un monde globalisé, même si quelque chose se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, la plupart du temps, ça a un impact direct sur la vie quotidienne. Donc, c'est important de s'en rendre compte et d'analyser ces événements, sachant que, comme je le disais, ils ont un impact sur nous. Autant en être conscient, histoire de vivre dans le monde réel. Pour l'heure, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Et je vous dis à bientôt.